Bonjour, dans cette vidéo de statique des systèmes de solides niveau PCSI, nous allons nous intéresser à la modélisation des actions mécaniques et tout particulièrement celles comportant du frottement par la définition du modèle de frottement de Coulomb. Alors nous avons déjà vu dans les TD précédents différents types d'actions mécaniques. Par exemple, l'action mécanique de pesanteur, qui est une action mécanique volumique répartie sur l'ensemble d'un volume, et qui est une action mécanique à distance. On peut aussi trouver des actions mécaniques surfaciques, des actions mécaniques de contact, c'est la plupart des actions mécaniques que l'on rencontre dans nos systèmes. Et par exemple, la pression d'un fluide sur une section donnée, ou une pression de contact entre deux solides. Dans tous les cas, les actions mécaniques sont définies localement, ici sur un élément de volume, ici sur un élément de surface. Et pour connaître l'action mécanique globale, il faut intégrer cette répartition d'actions locales. Nous allons nous intéresser ici plus particulièrement au cas du contact ponctuel avec frottement, en énonçant les lois de Coulomb. Donc vis-à-vis de l'illustration fil rouge de notre cours, nous allons nous intéresser au contact roue-rail entre la roue du TGV et le rail qui le supporte. Dans le cas sans frottement, nous avons déjà vu dans le cas de la liaison ponctuelle parfaite, nous avons déjà modélisé les actions mécaniques transmissibles dans une liaison ponctuelle parfaite. Il y a 5 degrés de liberté, donc une action mécanique transmissible qui est celle associée à l'effort suivant la normale au contact. On va donc modéliser le problème de manière théorique de la manière suivante, donc contact entre le solide 1 et le solide 2, contact ponctuel en un point I, et on définit donc un plan de contact et la normale au plan de contact N. Avec frottement, la résultante des actions mécaniques de l'effort de 1 sur 2 est quelconque, c'est-à-dire qu'elle admet une composante normale suivant la normale, que l'on notera N, et une composante tangentielle qui appartient au plan de contact, que l'on notera T. Les lois de Coulomb s'énoncent comme suit. On distingue deux cas, le cas de l'adhérence et le cas du glissement. Dans un premier temps, dans le cas de l'adhérence, on traduit l'adhérence, ça veut dire qu'il y a non-glissement, et donc que la vitesse relative au point de contact est nulle. On a dans ce cas une limite sur l'action tangentielle. L'action tangentielle, donc qui est dans le plan de contact, est inférieure ou égale à un coefficient, F, coefficient de frottement de glissement, fois l'action normale, portée par la normale. Dans le cas du glissement, alors la vitesse relative au point de contact VI de 1 est non nulle et elle appartient au plan de contact. Sinon, il y aurait décollement ou interpénétration des solides. Et dans ce cas-là, la deuxième loi de Coulomb, ici, nous dit que l'action tangentielle est égale au coefficient de frottement fois l'effort normal. On ne pourra jamais dépasser ce coefficient de frottement fois l'action normale pour l'action tangentielle. Et troisième loi de Coulomb, à ne pas oublier, à ne pas négliger, on connaît le sens de l'action tangentielle. L'action tangentielle est de même direction et de sens opposé à la vitesse de glissement. Bien évidemment, pour dissiper de l'énergie, le frottement s'oppose au mouvement. Donc l'effort de 1 sur 2 s'oppose à la vitesse relative 2 par rapport à 1. Donc ces lois de Coulomb, il faut les connaître par cœur, distinguer les deux cas et connaître les 2 ou 3 conditions associées. Quelques ordres de grandeur de coefficient de frottement qu'il faut avoir en tête. Donc il faut avoir en tête que quand on est sur du métal-métal, donc acier-acier ou acier-bronze ou bronze-bronze à sec, on est aux environs d'un coefficient de frottement de 0,2, que quand on lubrifie, bien évidemment, le coefficient de frottement diminue. Donc par exemple, pour de l'acier-acier lubrifié, on est à 0,1. Pour de l'acier bronze ou acier laiton lubrifié, on est un petit peu en dessous, 0,08. Ensuite, avec des matériaux un peu travaillés ou particuliers, on peut avoir un coefficient de frottement inférieur, par exemple entre l'acier et le téflon, 0,05. On peut aussi créer des lubrifications hydrodynamiques, c'est-à-dire des contacts sur lesquels on a des coussins d'huile qui vont venir se former, et dans ce cas-là, on peut encore gagner un dixième de coefficient de frottement. Et puis pour information, un pneu sur un bitume sec ou bitume humide, on est autour de 0,6, 0,8, parfois bien évidemment aussi beaucoup moins quand on est en aquaplaning ou sur la glace. Alors en vrai,
Ce modèle est limité bien évidemment. Ici je vous ai mis la courbe du rapport effort tangentiel sur effort normal en fonction de la vitesse relative de glissement au contact d'une roue de train sur un rail, et on se rend compte que on n'a pas la loi du tout de Coulomb qui nous dirait qu'on aurait une constante quelle que soit la vitesse de glissement, mais on a une courbe de ce type là pour laquelle on a un premier pic très restreint mais très haut en A, avec une vitesse de glissement quasiment nulle mais qui existe, on a un micro-glissement, et puis un deuxième pic un peu plus plat pour une vitesse de glissement un peu supérieure. Donc un dispositif d'anti-enrayage, donc d'anti-blocage, anti-enrayage de roues sur rail de train n'arrivera jamais à optimiser le frottement pour s'assurer qu'on est à ce point A. On optimisera plutôt grâce au capteur d'ABS, grâce au capteur de vitesse de glissement. On essaiera d'optimiser la vitesse de glissement autour de cette valeur-là pour être aux alentours de cette bosse-là et s'assurer d'avoir un coefficient de frottement qui soit au-dessus de 0,12, 0,14. Et donc c'est tout le système, le dispositif de système d'anti-blocage, d'anti-enrayement qui va essayer d'assurer qu'on a une bonne adhérence et donc que l'on est dans cette plage-là, à peu près autour de cette plage-là de vitesse de glissement. On se rend compte bien évidemment que plus la vitesse de glissement augmente, plus on verrait une asymptote correspondant peut-être à 0,07 ou 0,08 en coefficient de frottement. Donc tout ça pour dire que le modèle de Coulomb est un modèle qui est très utilisé et assez bien représentatif de ce qui se passe dans la réalité, mais quand on veut développer un système très précis, très pointu, s'intéressant à des micro-glissements et à une optimisation d'adhérence, rien ne remplace les expérimentations et la caractérisation du phénomène réel pour optimiser un tel système. Alors, le fait qu'on ait un rapport effort tangentiel sur effort normal va nous permettre de représenter ça graphiquement de manière sympathique par le cône de frottement. Donc dans le plan, ici à gauche, j'ai représenté un solide en contact non glissant. La résultante de l'action mécanique du support sur le solide est dans le cône de frottement. Le cône de frottement est un cône pour lequel le demi-angle au sommet, ici noté phi, est tel que tangente phi égale f. Donc quand on est sur le cône, c'est le cas lorsqu'il va y avoir glissement. La résultante, vous voyez, est sur le cône. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'action tangentielle sur l'action normale, la tangente vaut phi. Et donc, f égale tangente phi. Dans le cas de l'égalité, dans le cas du glissement, lorsque la résultante est sur le bord du cône, ça veut dire qu'on a glissement, ça veut dire qu'on a égalité entre l'action tangentielle et le coefficient de frottement fois l'action normale. Donc lorsqu'on est en adhérence, on est à l'intérieur ou au bord du cône, et quand on glisse, on est au bord du cône. Ça nous permet donc d'avoir une représentation graphique de ces actions mécaniques, de ces efforts, et qui peut parfois être sympathique et agréable et permettre de résoudre des problèmes. En 3D, bien évidemment, on a un cône de frottement, et quand on ne connaît pas la direction de la vitesse de glissement, l'effort tangentiel est dans le plan de glissement, il va s'opposer à la vitesse de glissement, mais si on ne la connaît pas, on peut plutôt représenter ça, du coup, ce cône de frottement en 3D. Alors, les lois de Coulomb ne se restreignent pas au cas qu'on a explicité précédemment, qui est le principal, le frottement de glissement. Il existe aussi des résistances au roulement et au pivotement. Alors, un petit point sur la répartition de pression des actions de contact d'un pneu sur le sol. Au repos, on a une symétrie par rapport à l'axe médian de la roue. Et puis, lorsqu'on roule, la répartition de pression va être un petit peu modifiée. Et on n'a plus symétrie. Et on reviendra sur ce petit point tout à l'heure. Alors, les lois de Coulomb pour le roulement et le pivotement se déclinent très simplement des lois de Coulomb pour le frottement de glissement. Autrement dit, si vous avez bien appris par cœur les lois de Coulomb sur le frottement de glissement, vous pourrez, le cas échéant si nécessaire, les décliner en pivotement et en roulement. Donc, on définit le moment en I des actions de 1 sur 2 avec une composante normale et une composante tangentielle. La vitesse de rotation relative de 1, pareil, une composante de pivotement suivant la normale et une composante de roulement qui est dans le plan de contact. Et alors, les lois de Coulomb nous disent, pour le pivotement, 2 cas, pour le roulement, 2 cas. Pour le pivotement, premier cas, s'il n'y a pas de pivotement, donc on est en cas d'adhérence,
le moment normal inférieur ou égal à un coefficient fois l'effort normal. Donc bien évidemment le moment normal en valeur absolue, et ce petit delta c'est le coefficient de résistance au pivotement. Lorsqu'il y a pivotement, eh bien on a égalité, et de plus le moment normal va s'opposer à la vitesse de rotation de pivotement. De la même manière, les deux cas pour le roulement, si le roulement est nul, s'il n'y a pas roulement, s'il y a adhérence en roulement, le moment tangentiel est inférieur ou égal à un coefficient fois l'effort normal. Le coefficient, c'est bien évidemment le coefficient de résistance au roulement. Et si le roulement existe, s'il y a glissement en roulement, alors le moment tangentiel est égal au coefficient de résistance au roulement fois l'effort normal. Et le moment s'oppose au roulement. Bien évidemment, ça sous-entend que le oméga de roulement, c'est le 2 par rapport à 1. Et bien entendu, le moment tangentiel, c'est le 1 sur 2. Ainsi, la puissance dissipée est bien négative, moment fois vitesse de rotation. On a bien dissipation de l'énergie dans un contact frottant. Des ordres de grandeur de coefficient de résistance au roulement. Pour l'acier, pour les trains, 10-5 mètres. Pour le pneu sur bitume, dans le cas de camion, 10-2 mètres. Bien évidemment, vu qu'on fait un lien entre un moment et un effort à chaque fois, le coefficient de résistance au roulement, coefficient de résistance au pivotement, a une dimension de longueur. Revenons-y. Je vais tout de suite passer là. Je reviens là. Lorsque on roule, la répartition de pression n'est plus symétrique et donc le coefficient de résistance au roulement correspond à une longueur qui va correspondre à un écart entre là où la répartition de pression peut être modélisée par un glisseur et l'axe autour duquel on va venir rouler ou pivoter. Donc ici, on a bien une quantité de longueur qui va nous créer un moment résistant, si on peut ainsi dire, entre les actions locales et le moment global que l'on va appliquer. Alors, un petit point pour bien évidemment dire que la résistance au roulement, au contact pneu-sol a été énormément optimisée ces dernières décennies. Vous voyez qu'en une vingtaine d'années, il a été divisé par 2 et depuis ça s'est poursuivi. On n'arrive pas forcément à trouver de courbes beaucoup plus récentes. Et puis un dernier point, dans le cas où le contact est local, surfacique, avec une répartition de pression, une répartition d'effort local, eh bien les lois de Coulomb, on va les écrire localement, puis on les intégrera pour connaître l'action mécanique globale associée à ce frottement local. Ça fera l'objet de quelques exercices que l'on mènera très prochainement. Voilà qui clôt la vidéo de statique de système des solides niveau PCSI sur la modélisation des actions mécaniques, en particulier dans le cadre de contacts frottants. Il faut absolument retenir, apprendre par cœur et connaître par cœur et savoir restituer et adapter les lois de Coulomb pour le frottement de glissement, et bien avoir en tête qu'il existe aussi du frottement de pivotement et frottement de roulement, et il faut savoir donner les lois de Coulomb pour le roulement et le pivotement aussi.